Joseph Daniel, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, Les Moreno du Nil, le siècle d'une famille juive en Égypte. Alors ce livre raconte l'histoire d'une famille juive arrivée vers le milieu du 19e siècle en Égypte, pays que son dernier membre quitte en gros un siècle plus tard. Alors comment est née l'idée de cette biographie familiale? J'avoue qu'il y a 10 ans, on m'aurait dit tu vas écrire l'histoire de ta famille maternelle, les Moreno c'est ma famille maternelle, j'aurais rigolé. Sans être comme André Gide qui disait famille je vouais, moi je m'en méfiais. Aussi bien de la famille paternelle que de la famille maternelle. Et la famille maternelle, c'était pour moi un ensemble de principes, de règles, d'interdits. Je trouvais ça assez étouffant. Et puis on évolue. On évolue avec le temps, on évolue avec des rencontres. J'ai rencontré individuellement un certain nombre de cousins, de cousines que j'avais perdus de vue. Et puis il y a eu des rencontres plus collectives, vous savez ce qu'on appelle les cousinades. En 2009 a eu lieu la première d'entre elles qui réunissait 60 personnes venues de partout dans le monde. 3 ans plus tard, une autre qui en réunissait 80. Et progressivement, l'idée de remonter le temps, l'idée de réunir les témoignages a commencé à m'intéresser avec peut-être un point particulier. Il n'y avait pas que la nostalgie de se tourner vers le passé, mais par ma formation, j'ai un regard d'analyste, d'observateur, et j'ai assez vite constaté que ces Moreno, que j'appelle Moreno du Nil, cette famille-là, c'était un microcosme d'une société, la société juive, petite bourgeoise ou bourgeoise, séfarade d'Égypte, parce qu'il y a beaucoup de différences parmi les différentes communautés d'Égypte, et qui était intéressant d'essayer de comprendre ce microcosme par rapport au temps dans lequel il vivait. Et en même temps, ce microcosme, c'était un kaléidoscope. Parce que dès qu'on commençait à creuser, on voyait une immense variété des personnages, de leurs profils. Il y a un très grand nombre de gens parmi ces Moreno du Nil. Ils sont tous différents, avec quelquefois des figures singulières, très fortes. Bon, un ou deux exemples, 2 cousines, Fortuné, cousines par alliance, Fortuné Moreno et Marietta d'origine Moreno, ce sont 2 incarnations de la femme forte, mais dans des genres incroyablement différents, quasiment opposés. C'est très intéressant de pouvoir les comparer. Ou bien parmi les innombrables hommes intéressants de cette galerie de portraits, je ne penserai qu'à mon oncle Nessim, un des nombreux qui s'appelle Nessim, qui incarnait dans notre famille le non-croyant, le provocateur, libre-penseur, et qui, en quelques jours, après une épidémie de diphtérie qui va lui arracher 2 de ses fils, va devenir non seulement croyant, mais bigot, et va marquer de son exigence religieuse toute la vie familiale autour de lui. Alors comment avez-vous procédé, à partir de quelles sources, et avez-vous rencontré des difficultés? Oui, la première difficulté, c'est la faiblesse, le peu de traces écrites, le peu de documents. Peu d'entre eux ont écrit des documents. Il y en a une qui a écrit un livre, heureusement, de mémoire. On a recueilli peu de lettres, en tout cas j'ai pu en rassembler peu. Énormément de documents ont été détruits au moment de l'exil. Et j'ai donc pris le parti d'interroger les survivants. J'en ai interrogé 25 parmi des cousins qui se trouvaient entre Rio, Tel Aviv, Los Angeles ou l'Australie. C'est donc à partir de ces mémoires, de ces récits, de ce qui leur avait été dit, parfois des documents qu'ils ont pu me fournir, des photos, des papiers intéressants, quelquefois des lettres, que j'ai essayé, en l'éclairant par ce que l'on sait de l'évolution de l'Égypte à cette période, ce que l'on sait des communautés juives d'Égypte à ce moment, essayer de tirer cette espèce de biographie familiale, mais en sachant une chose,
c'est que la mémoire, elle n'est pas complète. C'est un puzzle où il manque énormément de pièces. Et dans ce puzzle, il y a des pièces qui viennent d'ailleurs, parce que chacun d'entre nous, dans sa propre mémoire, invente des choses, ou les déplace, ou les transforme. Et ce n'est pas par hasard que mon introduction ne s'appelle pas introduction, elle s'appelle du roman, parce que je travaille à partir des mémoires des uns et des autres, de ma propre mémoire aussi, et qu'il y a donc forcément une part de roman dans cette reconstitution. Alors, qu'est-ce qui caractérise cette famille, votre famille, et en quoi son histoire peut-elle concerner des lecteurs qui n'en font pas forcément partie? Bien sûr. Cette famille, et son histoire s'inscrit dans une histoire plus générale, un contexte historique extraordinaire qui pèse encore sur notre vie. Ce qui se passe au Moyen-Orient, ce qui se passe en Égypte, c'est l'Égypte du développement du coton, c'est l'Égypte du canal de Suez, c'est l'Égypte de la naissance du sionisme et des conflits avec Israël, c'est l'Égypte du nasserisme. Je crois que qui s'intéresse aux dimensions historiques, politiques, culturelles, relationnelles, il trouvera peut-être, je l'espère, un intérêt. Qui sont ces Morénos du Nil? Comme beaucoup d'autres, c'est ce qu'on pourrait appeler des Juifs du coton. Le coton est développé à partir de 1820 à peu près. Il connaît une extraordinaire promotion à partir de la guerre de sécession où les États-Unis ont du mal à exporter leur propre coton. L'Égypte va devenir un très gros producteur et un producteur de coton de qualité qui sont très attendus par l'industrie européenne. Il y a une famine de coton. Et on va voir parmi les Morénos une sorte de frontière souterraine, jamais exprimée, entre ceux qui vont lier leur activité au coton à longue fibre de très grande qualité attendu par les pays d'Europe. Ceux-là vivront essentiellement à Alexandrie et ils seront courtiers, ils seront exportateurs, ils seront riches. Parfois, ils deviendront vite pauvres à l'occasion de crise et puis ils redeviendront riches à l'occasion de redémarrage. Et puis, les autres, ceux qui vivent plutôt dans le bas du delta ou ceux qui vivent plutôt au Caire, beaucoup d'entre eux vont également voir leur activité liée au coton à fibre courte ou à fibre moyenne, qui est plutôt destiné à la consommation intérieure. Ceux-là seront colporteurs, seront représentants de commerce, seront petits industriels du textile. Et quand on voit l'ensemble de tout ça, on voit quoi? On voit une famille incroyablement unie. Ce sont des gens qui ont une relation grégaire entre eux. Ils vivent les uns chez les autres. Souvent dans plusieurs appartements dans le même immeuble, voire plusieurs familles dans le même appartement. Sinon, ils passent leurs vacances ensemble. Ils n'arrêtent pas de se fréquenter. C'est ce qui va faire leur détresse au moment de l'exil, au moment où ces gens qui ont toujours vécu les uns chez les autres et avec les autres vont devoir n'échanger que par la voie postale. Mais c'est une famille dont je dis, et c'est pas par provocation, c'est une famille ordinaire. Elle est ordinaire parce que il y en a d'autres qui pourraient lui être comparées. Et puis, s'il y a des personnalités intéressantes, il y en a peu qui arrivent à une véritable notoriété. Il y a une personne qui est très connue dans cette famille, c'est mon cousin Roland Moreno, l'inventeur de la carte à puce. Il n'a passé que sa toute première enfance en Égypte, puisqu'il est l'objet d'un conflit familial. Il y a un conflit que je décris dans un chapitre qui s'appelle Mariage arrangé, mariage dérangé, entre sa belle-mère, sa grand-mère, et sa mère, qui s'appelle curieusement de la même façon, Fortuné Moreno, toutes les deux. Et dans la guerre des deux Fortuné Moreno, il y a une guerre qui prend appui sur différents éléments, mais Fortuné Moreno, la grand-mère, est convaincue que ce garçon n'est pas le fils de son propre fils, et elle va en quelque sorte excommunier Fortuné Moreno, la belle-fille. Mais en dehors de cela, effectivement, c'est une famille ordinaire. Ce qui les caractérise aussi, c'est le poids de la religion, même si en faisant ce travail, j'ai découvert qu'il était plus divers dans son expression et dans ses formes que je le pensais.
Et bien entendu, ce qui le caractérise, c'est qu'on sait à peu près à quel moment ils sont arrivés et qu'après ils sont complètement dispersés. Il n'en reste plus un parmi les dizaines et les dizaines qui auront vécu sur la terre des pharaons. Alors, quel a été votre point de vue double en tant qu'auteur d'une part, mais aussi et surtout en tant qu'un des nombreux personnages qui apparaissent dans ce livre? C'est évidemment une des difficultés quand vous écrivez une biographie familiale, c'est que soit vous dites je n'existe pas, soit vous dites je suis un des nombreux personnages. J'étais un des nombreux personnages tout petit. J'ai quitté l'Égypte à 12 ans et je suis beaucoup moins intéressant que tel ou tel autre dont je parle. Mais quand je parle de moi, je parle de il. Sous le nom qui m'était donné à l'époque, on m'appelait Jojo. Et donc je dis Jojo fait ceci, Jojo fait cela. Par exemple, quand je parle de la naissance de Jojo à Ras El Bar, petite station balnéaire, c'est il. Et quand en l'an 2000, moi, c'est-à-dire le même, je reviens sur les lieux, c'est je. Et donc j'ai essayé en permanence, effectivement, de garder cette distance pour que quand j'évoque mes souvenirs, il n'ait pas plus d'importance que les souvenirs que j'ai pu réunir des autres. Et j'ai quand même le regard de l'observateur, le regard en quelque sorte de l'analyste. J'ai eu la préoccupation en permanence que les petites histoires, nos petites histoires aux uns et aux autres, soient éclairées par la grande histoire. L'histoire politique, l'histoire économique, l'histoire culturelle, ces choses qu'on a du mal à comprendre. Tous ces Morénos qui parlaient français dans un pays qui était sous la domination britannique et dont aucun, avant 1940, ne s'était rendu en France, ou pratiquement aucun. Comment comprendre ceci? J'ai essayé en même temps de mixer la proximité, c'est-à-dire le souci d'être au plus près de ces gens dont je parlais, que j'essayais de comprendre, et puis au-delà de cette intimité, la distance du temps qui a passé, plus de 60 ans depuis leur départ, la distance que permet l'analyse historique, et qui fait que des choses qui pouvaient paraître normales à l'époque nous paraissent complètement incompréhensibles aujourd'hui. Je ne cite qu'un exemple, tel Moreno qui, dans les années 1910-1920, voit une de ses cousines qui a 7 ans, elle lui plaît. Il demande à la famille de la cousine qu'on la lui réserve pour le moment où il l'épousera. Et comme il ne veut prendre aucun risque, il leur demande aussi, et la famille va s'exécuter, qu'elle n'aille pas à l'école. Ce qui fait qu'elle fera partie de ces quelques personnes qui, dans cette nombreuse famille, et ces quelques personnes sont toutes des femmes, ne parleront qu'arabe, car on ne leur a pas donné accès à la langue française que parle par ailleurs toute cette famille qui est très polyglotte. Ceci nous paraît aujourd'hui incompréhensible. Avec la distance du temps, on peut comprendre ceci. Je dirais pour finir que la distance permet d'avoir un regard à la fois nostalgique et apaisé. Un regard sur la douleur qui est racontée par les uns et par les autres, la douleur de l'exil, la douleur d'avoir dû partir, la douleur de la séparation, et en même temps la douceur d'un mode de vie, d'une existence, de relations, qui ont été, je crois, beaucoup plus agréables au total que si on le compare à celles d'autres communautés juives dans le bassin méditerranéen.